Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Graouli Mag. Et comme vous le voyez autour de moi, pas un seul chroniqueur sur le plateau. Tout le monde prépare le barrage entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Mais pas question de vous laisser seul. Voici un best-of des meilleurs moments de cette émission sur ce plateau. De quoi évacuer le stress avec le sourire, regardez. C'est qu'on ne peut pas se satisfaire de 20 minutes sur 10 matchs. Comment voulez-vous, ne serait-ce que vous sauver une saison en jouant 20 minutes tous les 10 matchs? C'est impossible. Et en n'ayant jamais le ballon, c'est quasiment impossible de gagner. Alors c'est vrai que vous me l'avez dit, vous me l'avez fait remarquer, ils ont joué à Lens, ils n'ont pas touché le ballon et ils ont gagné 1-0, mais c'est une fois par an que ça arrive ça. Les miracles, c'est une fois par an. Là, on se retrouve dans un schéma où ils n'ont jamais le ballon, ils n'ont pas d'occasion. Alors, l'attaquant, tu parles de l'attaquant, ce garçon-là, s'il joue dans une équipe qui a le ballon et qui amène des ballons devant le but pendant 90 minutes, peut-être qu'il va en toucher 2 ou 3. Ah, même pas Bernard, parce que là il a une ou deux situations où il doit y être. Même de la tête, il y est. Attends, Seb, parce que je suis bien gentil pour le moment, ouais. Et il va peut-être en toucher, mais ce garçon-là, dans le, comment je dirais, dans le schéma et dans la tactique que propose Metz depuis le début de saison, c'est impossible qu'il joue. S'il allait vite encore, et il va pas vite. Donc on parle même pas de technique, hein, on parle de vitesse. Mais ni lui ni un autre d'ailleurs. Non, mais personne. Parce que tu mets un avant-centre là, digne de ce nom, il se prend au bout de 2 matchs. Hein. Ouais. Bon, voilà. Ouais, donc, en même temps, hier, sur un match comme hier, tu le gagnes quand même. Parce que même en étant mauvais avec quelqu'un qui est dans les bouts hier, tu dois finir. Seb, t'as joué contre une équipe qui joue ton championnat. Qui va jouer pour ne pas descendre. Qui n'a pas été extraordinaire et qui a eu plus de ballons que toi. Et que tu ne réussis pas à mettre en danger dans le match. Alors il y a une frappe de, si mes souvenirs sont bons et sur ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une frappe de Van den Kerkhoff. Si le gardien il la prend là, il frappe presque du poteau de corner. Donc j'exagère à peine, mais s'il prend le but là, c'est qu'il lui met dans la lucarne. Donc là, on peut pas dire que c'est une grosse occasion. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe rien. Coup franc. Le coup franc. Mais que le gardien sort. Mais le gardien il est là aussi pour faire des arrêts. Ah mais donc, moi c'est les intentions en fait. Non, mais sur lequel j'ai du mal. Moralement, les intentions, ils peuvent peut-être plus ça déjà. Sans plaisir, il y a pas de plaisir. Tu le vois qu'ils ont pas de sourire, ils sont pas ensemble, ils s'éclatent pas sur le terrain, ils souffrent en fait. Donc ils souffrent. Il faut souffrir. Oui, il faut souffrir. Bien sûr. C'est dur quand on est le FC. Pas 34 matchs. Hein. Pas 34 matchs. Tu peux pas. Ça reste un jeu, ça reste du plaisir, ça reste du ballon, ça reste de faire des passes, de s'éclater. Et quand t'as jamais le ballon, tu fais quoi? Tu prends du plaisir? Aujourd'hui, c'est ça le problème. Tu vas faire de l'athlétisme. Non, c'est aujourd'hui ça la difficulté, c'est qu'il y a plus de cette notion. On voit des joueurs qui sont de la première à la dernière minute quasiment en souffrance, donc on peut pas leur reprocher leur investissement, leur comportement. Mais par contre, moi, je sais pas, c'est ça, j'ai même mal pour eux quoi. Quand on est dans une situation comme ça, on a envie de les aider. Enfin, c'est compliqué. Franchement, c'est pour avoir été sur le terrain quand on se faisait jongler, parce que ça nous arrivait une paire de fois. T'as jamais le ballon, tu cours, t'es toujours en retard. Tu t'arrives jamais à attraper la balle. Quand tu l'attrapes, t'as tellement couru que t'es cuit, que tu la rends tout de suite. C'est un cercle vicieux, c'est une catastrophe. Hein. Le Metz s'est imposé 3-1 à domicile il y a 2 semaines pour sa première victoire à Saint-Symphorien. Et j'ai à mes côtés 2 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Certains y voient de l'espoir en cette victoire, de l'autre une illusion. À ma droite, Stéphane, toi tu es plus dans l'espoir. Je suis un éternel optimiste. Alors qu'en face de toi, Arthur, toi tu es plutôt... un éternel C'est toi qui vas commencer par te défendre. Tu vas avoir 45 secondes, pas une de plus, une de moins, ça c'est ton choix. Mais une de plus, tu n'en auras pas le droit pour défendre ton point. Quelles sont les sanctions sinon? J'ai pas de carton, je pourrais en distribuer, mais on n'en a pas encore. Je vais être indiscipliné. C'est ça. C'est sur le des matchs avec sursis. Donc tu vas avoir 45 secondes à partir de maintenant pour défendre ton point de vue. Écoutez, déjà calmons-nous, soyons mesurés. Le FC Metz n'a gagné que son premier match à domicile contre le FC Nantes. Pour lancer une série, forcément la définition c'est de gagner 2, 3, 4 matchs ou plus. Là on est quand même à 2 points encore de la zone rouge, de cette 16e place occupée par le FC Lorient. Le FC Metz ne s'est pas transformé en une équipe chatoyante capable de faire le jeu. Ce qu'on a vu contre Nantes, qui était des belles choses, je le conçois, ça ne masque pas toutes les carences qu'on a pu voir sur le début de la saison, notamment sur le plan offensif. Certes, cette équipe est en train de se trouver, mais restons prudents, restons mesurés. Aujourd'hui, le FC Metz joue un peu comme un petit poussé dans ce championnat de France de Ligue 1.
Sur le gong, on a vu que t'as traîné un peu sur la fin pour gratter. Ah, il est bon. Il m'a presque convaincu. Pourtant, ça va être à toi de nous convaincre. Ça va être à toi de nous convaincre. Tu vas aussi avoir 45 secondes à partir de maintenant pour citer pourquoi cette victoire est motif d'espoir. Pour moi, les motifs d'espoir, cette victoire, parce que on a vu de belles choses à Saint-Symphorien face à Nantes. On a vu pour la première fois une équipe qui défendait en avançant, qui prenait le match à son compte, pas le jeu à son compte, mais qui ne subissait pas les événements, qui était dans l'action plutôt que la réaction. Et ça leur a amené beaucoup de confiance. Le match de Lyon est un match clé aussi, puisqu'on a stoppé l'hémorragie avec une série de 4 matchs, 4 défaites. On a su conforter le bloc défensif avec une clean sheet face au Havre. Et step by step, on monte en puissance. Il y a les joueurs comme Van den Kerkhoff, les recrues qui commencent à se mettre au diapason de l'équipe et le collectif en ressort grandi. Allez, on te l'accorde. On t'accorde les 3 derniers mots. On les coupera pas. Virginie, Franck, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous a plus convaincu que l'autre? Bah, si ça n'avait pas été Stéphane, j'aurais été conquis par le discours, mais vu que c'est Stéphane qui l'a dit. Ouais. Non, je suis plutôt du côté de Steph parce que après c'est peut-être aussi un choix avec le cœur plutôt que rationnel. Hein, je sais pas, mais j'ai vu de belles choses. J'ai vu un axe d'amélioration sur beaucoup de compartiments du jeu, ce qui me fait espérer que le FC Metz trouvera des équipes beaucoup plus faibles, ou voire plus faibles en cette fin de championnat, parce que cette équipe a montré qu'elle pouvait poser pas mal de problèmes à ses adversaires. Virginie? J'ai hâte d'être la Suisse, participer, mais rester neutre. Tu n'as pas d'avis. Non, mais parce que je suis un peu d'accord avec les deux. Parce que ça reste du sport, ça reste du foot. On ne sait pas de quoi le prochain match sera fait. Et effectivement, moi, je suis supportrice, donc je m'emballe très vite quand le FC gagne. Voilà, j'y crois, bien sûr. Puis en même temps, l'histoire nous a montré qu'il faut pas toujours s'enflammer. Et effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est qu'un match, c'est qu'une victoire à domicile. Mais c'est vrai qu'on a été tellement privés pendant longtemps de cette victoire que ça y est, pourtant il faisait pas beau, c'était pas la journée de rêve, etc. Mais c'est pas grave, on avait tout oublié. Et c'est ça aussi, on a cette envie. Donc pour l'envie, moi j'ai envie d'y croire, je préfère être optimiste et y croire. Après, il faut pas y aller en se disant que ça y est, on a trouvé la solution parfaite, les solutions miracles et que la machine est lancée. Ça pourrait être un piège. Mais il n'y a pas que ce match, mais il y a motif quand même d'espoir et on bâtit sur les 3 dernières prestations. En plus, les adversaires qui viennent, il y a Lorient qui est quand même à notre portée, déplacement à Lille, il y a Brest, Montpellier. Donc c'est pas non plus Paris, Marseille. Voilà, on peut espérer prendre des points. Paris, le 21 oui, le 21 décembre, ouais. Après même, cette série-là. Même si Brest. Mais c'est le bon. Oui, après, c'est en Ligue 1. Je veux dire, il n'y a pas d'équipe vraiment très très faible. Chaque déplacement ou chaque équipe qu'on reçoit à domicile a son lot de qualité et de danger. Mais je pense que ce sont des adversaires quand même, sans faire injure à ces équipes-là, qui sont. Où on peut espérer prendre des points. Mais voilà, avec un petit peu la confiance. Le parcours avec les hauts et les bas qu'ont vécu les Grenats, je pense que là, on sent un petit peu plus de stabilité et un petit peu plus de force collective. En tout cas, moi, je le ressens. Et effectivement, ça reste du sport. Ils peuvent perdre 3-0 à Lorient. Mais voilà, je les vois plutôt dans une forme de... Parce qu'ils sont costauds quand même. Derrière, on est quand même costaud. Voilà, on subit de moins en moins d'occasions. Et j'ai l'impression que le groupe et que l'équipe progressent. Vous êtes tous libres de répondre un peu comme vous le voulez. Oui. Actuellement, dans cette première partie de saison, il y a un classement des meilleurs buteurs. Alors... évidemment, ce serait trop simple de donner l'actuel meilleur buteur, Kylian Mbappé, avec ses 18 buts. Mais savez-vous qui accompagne Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs avec le 3e, 4e et le 5e? Déjà en 2e, il y a Ben Yedder, il me semble. Wissam Ben Yedder avec 8 buts Monaco. Il joue pas énormément, mais il marque. Mais il marque. Et puis après, je ne sais plus. Écoutez, messieurs, on a beaucoup parlé Lyon. Oui. Lacazette. Alexandre Lacazette, avec 7 réalisations, lui qui a encore marqué lors de la dernière journée notamment. Et il y en a un des joueurs qui était lors de ce match à Montpellier qui aurait pu faire du mal à Metz, mais Okidja s'est imposé 2 fois face à lui. Adams, 7 buts également. Au rayon des meilleurs passeurs, Mathieu Hudol est à 4 passes décisives et ils sont 3 devant lui avec une unité de plus. Quel club
Alors, Allez-y, on le fait comme ça. il était pas là face à Metz, mais il joue au Paris Saint-Germain. Non, Vitinha, il était là. Oui, et lui n'a pas joué. Ah oui. Ousmane Dembélé, Dembélé, 5 passes décisives. Il y en a un autre, il est arrivé cet été du côté de l'Olympique de Marseille. Il a joué à Dortmund. Il est attaquant, il a joué à Dortmund. Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang avec également 5 buts. Le dernier Si je donne les réponses à Pierre, le dernier, Il m'a fait une passe décisive. c'est un jeu collectif. Moi, j'aime bien marquer. Le dernier joue à Lens. Pierre, passe-moi la balle. Il est canadien. Il y a une demande sur ma gauche. Sotoka. Florian Sotoka, 5 passes décisives également. Messieurs, vous connaissez le FC Metz, les 7 derniers buts du FC Metz ont été inscrits par 7 buteurs différents. C'est une des statistiques de cette saison. Alors, Je voudrais le nom des 7 buteurs. Nico Tadze, déjà. Ah non, dans les 7 derniers buts de cette saison. Les 7 derniers de cette saison. Udol. Évidemment, face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Camara. Jalot. Non, Camara, non. Le but face à Monaco, c'était avant, mais il y a eu 7 buts entre-temps. Il y a eu 7 buts en fait. Assoro a marqué le dernier but contre Nantes. Blaise Jalot a marqué. Traoré a marqué. Sabali a marqué. On a tous les buteurs du match face à Lorient. Il me manque encore 2 buteurs du match face à Nantes. On a Joël Assoro en toute fin de match. Simon Elisor, premier but de la saison. Et enfin, un joueur que vous avez cité dans les tops, dont on n'a pas forcément parlé dans cette émission, mais j'ai vu son nom revenir. Colin. Van de Kerkhoff. Exactement. Et oui, n'empêche, 7 buteurs différents sur les 7 derniers buts, comme quoi on n'a pas encore de référence devant. Une dernière petite question, ça va concerner Alexandre Oukidja. Il a réalisé énormément d'arrêts par match. Je vais vous donner un petit indice, c'est quasiment 4 arrêts par match en moyenne. Combien d'arrêts pour Alexandre Oukidja depuis le début de la saison? C'est un peu le juste prix, ce sera c'est plus, c'est moins. Pas assez. Pas assez, mais énormément. Mais énormément, heureusement qu'il est là. Oui. C'est vrai. Et je vais vous aider, on est au-dessus des 50 arrêts depuis le début de la saison. 75. C'est moins. 70. C'est moins. Un certain nombre. 67. 65. Ah, c'est moins. Et c'est plus. 66. Ah, 66 arrêts pour Alexandre Oukidja. On va revenir sur une dernière statistique avant de clore cette émission. C'est sur la possession de balle. Il y a eu Paris Saint-Germain FC Metz en clôture du calendrier Grenat pour la phase aller. Eh bien, le PSG est premier en termes de possession en Ligue 1. Le FC Metz est dernier. Savez-vous quel est le pourcentage de ces deux clubs en possession de balle? Sur le dernier match ou sur la saison? Non, sur la saison, mais ça ressemble pas à un match. 60-40. Non, on est à 28. 75-25, non? On est à 28. On est plus haut? Le FCS est plus haut que 28. Sur l'ensemble de la saison. Sur l'ensemble de la saison. J'ai Je dit ne connais 40. pas le chiffre, mais la première, si j'ai bonne mémoire, sur la première mi-temps contre Paris Saint-Germain, c'était 80 pour le Paris C'était Saint-Germain. 80 sur la mi-temps. Nous, Et là, sur les autres matchs, c'était quasiment la même chose aussi. sachant que contre Montpellier, si je me trompe pas, le FC Metz avait enfin la domination avec 51% de possession de balle. Le FC Metz est à 35% de possession de balle depuis le début de la saison. Le Paris Saint-Germain, c'est 30 points de plus. C'est 65% de possession de balle en moyenne. Évidemment, on ressent le gouffre, même si on l'a pas trop ressenti pendant la rencontre. Du moins, pas sur la totalité du match. Une équipe qui est lanterne rouge, ça prouve que en mettant les ingrédients, de la technique, de la maîtrise, en posant le pied sur le ballon, on peut mettre en difficulté les Messins qui, eux, sont carrément en crise de confiance. On a un bloc qui est bas, à domicile, il n'y a pas de créativité, pas de prise d'initiative, beaucoup de déchets, ça s'explique. Et on a eu ce débat aussi par le fait qu'il manque de qualité dans cet effectif. Mais malgré tout ce manque de qualité, je pense qu'on peut faire bien mieux que la prestation d'hier, avec de l'envie, avec des intentions, avec de l'ambition. Mais on n'a pas vu tout ça. On a vu Van den Kerkhoff très bas. On n'a jamais quasiment joué à 5. Il était à côté de Colin. On jouait à 6 à un moment donné sur la même ligne. Oui, exactement. Avec Endoram aussi qui était redescendu d'un coup. Parce qu'on gérait les pistons adverses et qu'on subissait le rapport de force. Alors que contre un 3-4-3, le rapport de force nous est favorable dans les couloirs où il faut jouer les 2 contre 1. Mais pour ça, il faut des dédoublements. Colin, qui a un bon joueur, mais qui n'a pas de gros points forts au niveau offensif. Mathieu Hudol, qui a une bonne qualité de centre, mais qui est beaucoup trop bas. Et tout ça, c'est l'équilibre d'équipe. Je crois pas au hasard dans le football. Quand vous perdez 7 matchs de suite,
il y a des raisons qu'il faut analyser calmement, mais il y a des raisons, c'est pas la malchance ou le fruit du hasard. On a une équipe à domicile qui est bien trop timorée, et il faut qu'il se lâche, il faut qu'il pousse, quitte à prendre des risques et à accepter une certaine forme de déséquilibre. Et même sur la défense, qui d'habitude était le point positif qu'on mettait en avant, notamment sur ce plateau, là, t'avais pas grand-chose, t'avais aucun pressing coordonné. Bon, ça fait un moment aussi qu'on le dit. Alors, on avait un Endoram qui arrivait en retard une fois sur deux parce que il surréagissait au dernier moment. Au milieu de terrain, on a récupéré le ballon et on a marqué. Voilà. C'est là où on a défendu en avançant. On Avec était un bon coup conquérant. d'épaule de Miko. Et comme par hasard, on se crée l'occasion et on marque, on revient à égalité. Mais derrière, ça fait pchit. Il n'y a pas d'emballement avec le public, volonté d'agir plutôt que de réagir, de prendre en main les événements. Là, on a subi, on a regardé Lorient jouer. À toi, à moi, on venait presser, mais à contre-temps. Psychologiquement, déjà, c'est usant. Physiquement, ça l'est aussi. Et à un moment donné, ça se délite et il y a une sorte, on aurait dit une équipe un petit peu de bas de tableau de Ligue 2 qui joue le PSG. L'écart, normalement, entre Lorient et nous, il ne doit pas être si important. Et pourtant, ces décisions, on va quand même revenir dessus, Thomas, et on va parler justement. La première, c'est ce penalty sifflé, cette faute d'Ismaël Traoré sur Kalimundo. Je vais me tourner vers vous deux, messieurs, parce que vous n'avez pas l'air forcément d'accord là-dessus. On va revoir ce qui s'est passé. De ton côté, Arnaud, il n'y a pas penalty. C'est plutôt clair. De ton côté, Franck, il y a quand même ce geste. Oui, alors là on voit encore on voit que c'est Florent Manodou, quoi. Ça tombe bien, il y avait de la pluie, il y avait de l'eau. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il fait le coup de rein pour passer devant, et tu vois que le joueur Traoré fait le mouvement de bras. Alors, à pleine vitesse, je te mets au défi de rester debout et de résister à ce contact. Le problème, c'est que là où est placé Buquet, t'es obligé de siffler. Non mais alors, je suis d'accord. D'ailleurs, il le montre. C'est de dos, tu vois. Mais t'es obligé de faire écran là-dessus. Je suis d'accord, je reste pas debout non plus, effectivement. En pleine vitesse, Traoré vient mettre le petit coup de hanche ou peut-être un petit coup de coude, effectivement. Mais moi, c'est plutôt coup de hanche, mais bon, peut-être le coup de coude. Mais lui aussi, en pleine vitesse, lui aussi en train de défendre, il se pose sur son défenseur. Mais il est derrière, effectivement. Sauf que l'attaquant, ce qu'on voit, c'est qu'il voit que le ballon, il l'aura jamais. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de faire un beau jeu d'acteur et de tomber comme il faut. Je vais dire une chose, Traoré, il voit bien que l'attaquant ne va pas avoir le ballon. Non, il le voit pas. Mais bien sûr que t'as été défenseur, Franck, tu vois bien que il se dit que peut-être il va l'avoir, quoi. Il le sait pas. Jusqu'au dernier moment, il le sait pas. En tant que défenseur, je me suis déjà fait avoir comme ça, où le joueur coupe ma course ma course à pleine vitesse. Même si tu veux ralentir, des fois, tu le touches à peine, il sent ton poids dessus, il se laisse tomber. Alors, qui se laisse tomber, qui résiste, c'est un autre débat, mais il y a forcément poussette dans le dos. Qui dit poussette dans le dos, dit faute. Après, pour moi, que le ballon soit à 5 mètres, 10 mètres, c'est comme un tacle à retardement. Si le ballon est déjà en tribune, mais que je tacle le mec et que je lui enlève la jambe, il y aura faute. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, donc pour moi, je vois bien ce que tu veux dire. Dans le règlement, tu viens de dire il y a petite poussette. Il y a poussette, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il peut pas aller voir l'arbitre Lavar en se disant l'arbitre est à 20 mètres, mais tu valides. L'arbitre est à 20, le ballon est à 20 mètres de là. Il y a petite poussette, mais il joue un jeu d'acteur quand même. L'attaquant. Écoutez, monsieur, je pense que là il y a rien du tout. Relevez-vous, et je suis pas sûr que les Rennais crient au scandale. Hein. Non, mais la grande différence, si je peux apporter juste un tout petit truc, c'est que encore une fois, tu vois, là où Rudy Buquet est placé pendant l'action. Moi, je pense que tous les arbitres sifflent penalty. En revanche, et c'est là qu'on peut, nous, avoir un petit doute, c'est quand on voit l'image de face. C'est-à-dire, si on voit la caméra qui est placée sur la ligne de but. Et là, on voit qu'il y a quand même exagération importante de Kalimundo. Et donc, c'est là qu'on pourrait dire... Mais bien sûr, mais moi, j'enlève pas ça. Mais Nico Tazio fait pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en effet, je suis d'accord avec toi, quand on peut avoir un tout petit doute pour un truc, on peut demander la chance. Je pense que s'il va à la VAR, il va première chose qu'il fait, il va dire il y a intention de. Déjà, il y a l'intention. De deux, il touche un petit peu. Ça suffit, même un tac, il n'y a pas de ballon, tu touches le joueur dans le dos, ça suffit. Donc, dans le règlement arbitral, même si c'est, on va dire, bête ou et discipliné, pour moi, il y a faute. Moi, en revanche, c'est que ce que je reprocherais à Buquet, c'est que pour une faute comme ça, il est sûr de lui, il siffle le penalty.
alors que plus tôt dans le match, et voire même dans d'autres matchs du championnat, il y a des trucs beaucoup plus, flagrants, et on va dire universels, comme la main sur le coup franc, comme peut-être ce petit cafouillage avec Erel qui finit sur une frappe sur Okidja. Pour moi, il y a plus penalty là que éventuellement là-dessus si tu dois remettre en cause son avis. Moi, c'est le manque d'uniformité de l'arbitrage français, et après on en reparlera, notamment dans le championnat de France, alors que ces mêmes arbitres français qu'on fustige et qui sont franchement pas forcément très bons, il faut le dire, brillent sur la scène internationale. Je vais dire quelque chose qui va vraiment peut-être pas vous plaire, mais ça se trouve, cette place de barragiste, je dirais pas qu'elle est usurpée, mais elle est quand même très chanceuse pour le FC Metz. Parce que. Ça ne me plaît pas ce que tu dis, ça va pas vous plaire, et pour cause, parce que le FC Metz, il est à cette place-là aujourd'hui, il est pas plus bas, uniquement parce que l'Ajax a raté Georges Mikotadze. Le FC Metz a choisi de vendre Georges Mikotadze pour arrondir les finances, parce que c'était une nécessité financière, d'après le discours des dirigeants, ce qui peut s'entendre. Mais le FC Metz n'avait jamais réussi à remplacer Georges Mikotadze. Et le FC Metz a réussi par miracle à le faire revenir cet hiver, parce que il ne pouvait pas aller dans un autre club. L'Ajax n'était pas nécessairement vendeur, mais plutôt prêteur en l'occurrence. Et surtout qu'ils ne peuvent pas prêter ni le vendre ailleurs qu'au FC Metz. Et l'Ajax, Et l'Ajax s'est complètement raté avec ce joueur à cause d'un directeur sportif qui le voulait, mais qui au final a été viré. L'entraîneur n'appréciait pas Georges Mikotadze, il n'était pas dans ses plans. Enfin, pour X raisons, ce joueur-là, il n'aurait jamais dû revenir à Metz. Donc, estimons-nous heureux d'être au moins barragiste à l'heure actuelle. Mais je t'entends rigoler, Bernard, parce que c'est pas normal qu'on en soit arrivé là. Avec aussi ce qu'on propose dans le jeu. Je suis d'accord. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai eu une discussion avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit « Mais le FC Metz 16e, c'est bien ». Qui t'a dit ça? Ah, je te dirai pas qui m'a dit ça, mais quelqu'un m'a dit ça. Le FC Metz 16e, c'est bien. Alors, je dis pas que c'est bien, c'est inespéré. Moi, ça t'embête, ce genre de discours? Moi, je suis étonné de ça parce que dans tout. Alors, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Le foot a changé. C'était pas comme ça il y a 20 ans, 30 ans. Ok, j'entends tout moi. Mais moi, dans ma vie de football, j'ai jamais entendu. J'ai jamais. Comment je dirais moi? L'ambition, elle est où? Exactement. Il y a aucune ambition. On joue pour être 16e, c'est bien. Mais d'ailleurs, on le voit dans le jeu. On le voit dans le jeu. Et moi, tu me poses la question. Elle était où l'ambition quand on avait 10 matchs d'affilée et qu'on avait aucune victoire? Moi, 16e, pour moi, c'est pas bien 16e. Et quand j'entends que 16e, c'est bien, je suis un petit peu surpris. Il est merveilleux. Techniquement, c'est un phénomène. Je pense que dans un club malade comme l'Ajax, c'est une faute de ses entraîneurs de ne pas l'avoir. Il a pas beaucoup joué à l'Ajax. En plus, c'était pas vraiment à son poste. Messieurs, je vais mettre fin à cette première partie d'émission parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie. Tu m'agaces. Il faut toujours que tu m'agaces. On reviendra notamment sur le. Le resto à midi, il m'emmerde. C'est pas possible. On se retrouve dans quelques minutes. D'abord, on les calme. Amour, paix, surtout apaisement. Nous voici dans la deuxième partie de ce Graouli Mag. Oui, exactement. Un coup c'est mon milieu, un coup c'est ma défense, un coup c'est parce que supporter qui gronde derrière, un coup c'est ci, un coup c'est ça, un coup c'est le rat dans les Kellogg's là ou je sais plus quoi. Donc voilà, simplement je voulais intervenir parce que ça me semblait important de dire ça. Vraiment Kellogg's ce soir. Non, je sais plus on retiendra Radio Kellogg's. Il prend ses responsabilités seul, avec beaucoup de talent. Ça crée un petit peu à la manière d'un hautbois dans un orchestre symphonique. C'est lui qui crée le là, en fait, pour l'ensemble. En fait, oui, je travaille un peu la question. Tu vois, le André Rieu. Tu vois, non, mais tu vois, ça donne un petit peu une dynamique à l'équipe. Tout à la fin, donc c'est une équipe qui est certes, si on laisse jouer Stéphane, peut faire la différence, mais faut pas les laisser. C'est gratuit. Non, et marquer des buts. Alors on va expliquer pourquoi, parce qu'il a marqué sur son papier, il ne faut pas les laisser jouer. Donc ça, et marquer des buts. Quand même, c'est d'avoir ce match. Quand on est dans la position de jouer quelque chose de super intéressant. Franck est décédé son papier. Il a réussi à tenir. T'as réussi à tenir 5 minutes, Franck. C'est la fin. Je peux plus parler. Ah, c'est la fin de saison. C'est le collier de pâtes. Ouais. Ah, c'est les émotions. C'est le collier de pâtes. Non, c'est la prolongation. Non, c'est un format qui est vachement excitant, vachement plaisant. Golovin, qui a de l'expérience, tous des internationaux
Ils ont Manarino aussi, qui est Manamino, pardon, qui est très bon. Tu parlais de Wissam Ben Yedder ou encore du coup droit de Minamino. On va revenir sur le début de saison de l'AS Monaco, qui est 3e au classement avec 46 points. C'est 13 victoires, 7 nuls et 6. Justement sur ces trophées et directement, Rémi, je viens vers toi. On va faire la liste des différents nommés, mais pas de Grenat. C'est incroyable. On peut donner le trophée du meilleur jeu de mots. Tu peux donner le trophée du meilleur jeu de mots, je le prends avec plaisir. On l'attribue à prix Puskás. Et c'est la fin de la première partie de ce Graoli Mag. On se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs, oui, mais également avec nos invités. À tout de suite. Vous pouvez poser ça là. De retour dans la deuxième partie de ce best-of consacré cette fois-ci à nos invités, acteurs du FC Metz qui ont fait parler de leur club sur notre plateau. Je vous propose de regarder. On parlait des attaquants au début de l'émission. C'est quoi ton rapport avec les autres attaquants du FC Metz? On a Estupiñán, on a Tété, Ibou Sané aussi. C'est des joueurs qui sont arrivés aussi récemment. Très, très bon rapport. La concurrence, voilà, elle est saine. On travaille même ensemble devant le but. On s'encourage. Et voilà, quand on est tous contents pour eux. Ils sont venus me féliciter quand j'ai marqué. Donc ça fait plaisir. Quand il y en a un qui marquera, je ferai pareil. Et voilà, on est... Maintenant, il n'y a qu'une place et... Faut aller chercher, chacun doit aller chercher son truc, quoi. J'ai une question, parce que moi, tu soulignes que c'est son premier but en Ligue 1, mais si je ne me trompe pas, durant les autres trêves internationales, tu avais brillé, tu avais quand même marqué des buts et des doublés. Et c'est pas parce que tu es là, mais je cachais un peu ma frustration, parce que du coup, on n'avait pas encore trouvé le bon... après le départ de Mikotadze, le bon rythme au niveau offensif. Et c'est vrai que je te voyais marquer des buts. Finalement, tu jouais pas le samedi. Ça devait être frustrant. Mais est-ce que, par exemple, tu t'étais beaucoup plus libéré lors de matchs amicaux, où forcément tu as moins de pression, où tu as envie de prouver parce que c'est la suite de la compétition, mais sans avoir le résultat derrière. Est-ce que toi, tu te sentais différent de ces matchs de préparation avec le match où on te donnait ta chance, ou peut-être tu te mettais une pression supplémentaire par rapport à ces matchs amicaux? Peut-être aussi plus de pression en match, en championnat on va dire, mais dans les matchs amicaux, je jouais normalement. Après, je sais pas, j'avais des situations, des centres, c'est vrai que j'ai mis des beaux buts en plus. T'avais peut-être plus d'opportunités de te montrer qu'en championnat du coup. En amical, il y avait beaucoup plus de situations aussi, on va dire, donc... c'est vrai qu'en amical, ça me réussissait. Je tirais une fois, je mettais une lucarne ou je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Je me disais aussi quand c'est que les occasions vont arriver en Ligue 1. Après, en Ligue 1, j'avais jamais enchaîné aussi 2 matchs d'affilée. Je faisais tout le temps un match, puis un match sur le banc, un match. Donc ça, c'était un peu compliqué. Là, j'ai enchaîné Lyon et ce week-end Nantes. Donc ça m'a fait du bien aussi dans le rythme. Voilà, même j'ai regardé mes stats à la 85e. J'ai fait un sprint à haute intensité. Donc je commence à me sentir mieux physiquement aussi. Parce que pas enchaîner aussi, c'est dur physiquement, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Thomas, une question peut-être pour... Alors, beaucoup d'observateurs de la Ligue 1 sont particulièrement durs, je trouve, cette saison avec les acteurs de cette Ligue 1, en disant que le championnat est très peu spectaculaire, qu'on peut s'ennuyer dans beaucoup de matchs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces remarques? Alors, moi, j'ai pas de vue d'ensemble, parce qu'avec le FC Metz, on monte et on descend, donc on a un peu le phénomène ascenseur. Mais qu'est-ce que tu penses, finalement, de ces remarques? Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs, était quand même assez dur l'autre fois, lorsqu'il a parlé de la Ligue 1. Est-ce que vous le prenez mal aussi, vous, acteur de la Ligue 1? Moi, je le prends pas mal. Personnellement, c'est chacun son avis. Et après, j'ai envie de vous dire que les équipes, elles travaillent comme nous. Aujourd'hui, tout le monde progresse. Et je pense qu'avec les outils aujourd'hui qui sont mis en place, on a la vidéo, on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour nous permettre de visualiser déjà les équipes adverses et savoir ce qu'ils font un peu le week-end. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça s'il n'y a pas beaucoup de spectacles, entre guillemets, sur les terrains. Mais en tout cas, moi, contre Nantes, je pense qu'il y a eu quand même du spectacle. Il y a des matchs où, même si on ne marque pas beaucoup, au niveau du jeu, on prend du plaisir à voir certains matchs. Et voilà, mais je pense que au niveau de la Ligue 1, le niveau il reste très élevé quand même. Moi, c'est sur le fait de vivre la CAN. Alors, c'est formidable de faire un tournoi international, j'imagine, avec ta sélection. Mais comment on se sent quand on suit les résultats de son équipe, de son club, qui va pas forcément bien?
Alors tu n'as pas à te sentir fautif puisque tu honores une sélection et il est évidemment génial de faire un tournoi pareil. Mais comment on se sent de suivre à distance des copains qui vont pas forcément très très bien en championnat? Non, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je regardais, bien sûr, je regardais tous les matchs. Je regardais ça sur ma tablette à l'hôtel. Donc, je suivais tous les matchs et c'est vrai que même moi, devant ma tablette, je crois que j'étais plus énervé que quand j'étais sur le terrain. Donc, c'est spécial à vivre. Mais voilà, c'est clair que ça fait pas plaisir quand on voit son équipe perdre. Puis moi, je savais que voilà, sur les derniers moments, les derniers matchs avant la CAN, j'étais un joueur essentiel et de devoir les laisser, forcément, c'est pas facile. Mais voilà, j'essayais de faire comme je pouvais. J'envoyais un petit message dans le groupe avant les matchs en leur souhaitant voilà, une bonne chance, un bon courage, un bon match. Donc malheureusement, on peut pas faire grand-chose, mais on essaie de vivre la situation au maximum. C'est tout simplement invaincu depuis votre arrivée. C'est quand même pas mal de le souligner parce qu'on parlait justement de vouloir réussir quelque chose en arrivant ici. Pour le moment, en tout cas, que ce soit sur le papier ou dans les têtes, ça marche. Pour l'instant, oui. Faut pas que ça soit un feu de paille. C'est ce que j'ai dit aux joueuses. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée, dans la régularité, dans les performances, notamment aussi dans les résultats, parce que on a besoin de points. C'est bien d'avoir un changement du contenu, même si on a encore plein d'axes d'amélioration, mais c'est important d'avoir des résultats pour faire, fonctionner le compteur points. On a pris 9 points sur 15 possibles. On va certainement pas s'enflammer. On s'est remis au travail puisque on l'a vu mes dernières sorties. Je pense qu'on n'a pas été régulier dans le contenu et je pense qu'il manque encore de consistance sur certains matchs. Donc il faut qu'on s'inscrive dans la régularité également. Je sais qu'on en a déjà parlé avec toi, Seb, notamment sur quelques émissions. On n'a pas été féminine. C'est ce nouveau format de la deuxième division qui a changé depuis cette année. Et on le voit, donc là, c'est 12 équipes, mais on le voit surtout, c'est très serré. De la 11e à la 4e place, c'est 7 points. Et si on veut raccourcir un peu, de la 11e à la 5e place, ça se tient en 4 points. C'est tout le monde est en fait présent dans le bateau. Est-ce que, en fait, c'est un classement qui n'en est pas vraiment un, parce que du jour au lendemain, tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Ça prouve que la volonté de la Fédé a été cohérente, donc de niveler et faire en sorte que ce championnat des deux soit conforme à l'antichambre de la D1. On a un championnat qui est très homogène. N'importe qui peut battre n'importe qui. Donc la distribution des points jusqu'à la fin de saison va être une guerre totale. Bien évidemment, il faut faire en sorte que on puisse, comme je vous l'ai dit précédemment, s'inscrire dans une durée, dans une régularité en termes de points, mais on sait que chaque match va être difficile et d'aller chercher les 3 points à chaque fois, ça va être un combat. On est dans une gestion de crise. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. On a pu sortir de la tête de l'eau. Mais pour l'instant, on n'est encore pas hors de l'eau. Donc, il faut qu'on continue à œuvrer. Justement, cette équipe jeune, il y a beaucoup d'instructions à leur donner, les mettre justement à ce niveau de la première division. Est-ce que toi, en tant qu'expérimenté, on sait que c'est pas forcément évident, est-ce que toi, ton capital mental a un peu lâché à un moment donné, ou est-ce que voilà, tu as su garder justement la tête haute? On l'a vu notamment, je sais plus si c'était pas contre Brest ou Monaco, comme on a pu le dire, où il y a des moments où, à certains moments, dans certaines rencontres, tu te dis, là, c'est trop, quoi, c'est la fois de trop, ou... À titre personnel, c'est vrai que le match de Brest a été compliqué. Personnellement, j'ai pas fait aussi un bon match. Et après, quand il y a des scénarios qui s'enchaînent, des choses qui tournent pas dans notre sens, des choses qui évoluent pas, c'est usant parce que voilà, l'expérience, on est quelques joueurs à l'avoir, mais peu au final. Et il y a beaucoup de consignes, beaucoup de charges mentales sur nos épaules à quelques 3-4 joueurs dans l'effectif. Donc au fur et à mesure, c'est pas évident, surtout quand on n'a pas de bons résultats. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque semaine, on va dire qu'on remet les compteurs à zéro, il faut bosser et essayer d'aller chercher un résultat le week-end suivant. Et là, contre Lens, on a retrouvé cette fraîcheur à la fois physique et mentale, et ça s'est ressenti sur le terrain. Et ça a été surprenant, justement. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Ce que tu dis est vraiment capital dans la course au maintien, l'apport et l'expérience des cadres pour rassurer les jeunes, pour garantir une certaine unité, parce qu'on a tendance, quand on perd, tu parlais d'usure mentale,
un petit peu se déliter, pardon. Il y a des critiques qui viennent de l'extérieur. Au sein du groupe, il faut être hermétique à tout ça. Il faut vraiment garder le cap, travailler, se réfugier dans le travail. Et ce qui est aussi très usant mentalement, c'est de voir les erreurs, soit qui se répètent, ou toujours les mêmes conséquences, les mêmes résultats. Et il faut garantir un certain calme, une sérénité au sein du groupe pour à chaque fois remettre le travail au centre du FC Metz et aller, par exemple au Havre, comme si tout le reste n'avait pas existé. Au niveau mental, rester positif. Et ça, c'est dur, mais c'est ce qui paye sur la durée. Tu l'as dit, il y a eu cette série négative là, de 10 matchs sans victoire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en tant que joueur, tu te poses la question à dire, mais parce que moi, je me l'ai supposé en tant que chroniqueur, en tant que pense avoir laquelle et tu l'ai posé plus d'une fois. Du FC Metz, est-ce que tu te dis pas, mais là, le message, il passe plus avec le coach, faites quelque chose, ou Christophe prenait la relève, ou changez autre chose, il n'y a pas un moment où on se pose des questions, on se dit, bah là, on fait tout, alors peut-être qu'on fait tout comme d'habitude, et justement, il faudrait peut-être changer les habitudes, ou peut-être, ça va plus, et vous savez plus ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 matchs-là, quoi, parce que ça l'a beaucoup perturbé, les 10 matchs, il faut le savoir. Ça nous a perturbé aussi, mais voilà, je pense que c'est une période où, pour une équipe comme nous, pour une équipe comme nous, voilà, ça arrive. Donc, dans ces moments-là, faut pas paniquer et surtout bosser et avoir envie de se sortir de ce genre de galère. Après, voilà, nous, on n'a pas jugé le coach ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas de notre ressort. Maintenant, quand on est sur le terrain, c'est nous, c'est pas le coach. Donc, coach, pas, hein. Oui. Non, mais bien sûr, mais on en a parlé un peu sur les émissions du Graouli en se disant, mais est-ce qu'il faudrait pas justement que les joueurs de caractère prennent un peu le lead et aillent voir le coach en disant, bah écoutez, coach, il faut qu'on change vraiment quelque chose. Il faut plus qu'on joue pareil. Il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous auriez dû, où vous avez peut-être fait ça, sans faire de polémique ni rien du tout, mais est-ce qu'il y a eu un peu justement ce changement-là? Est-ce que vous avez eu l'envie de le faire? Et puis, ou non? Ou parce que, comme tu dis, c'est un club comme ça où ça arrive et un jour ou l'autre, de toute façon, tu ressors la tête de l'eau. Nous, c'est tout ce qu'on espérait, mais ça aurait pu être autrement, quoi. Mais dans cette période-là, on a changé de système. Oui, mais est-ce que ça allait... À un moment donné, on a joué à 5. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que ça allait mieux? Ça allait pas forcément mieux non plus. C'était pas les outils-là qui... Il t'a répondu tout à l'heure. Bah oui, mais après, si ça a pas marché, mais on a essayé de changer quelque chose. On a fait quelque chose. Maintenant, voilà, on a fait en fonction de possibilités. Voilà, des possibilités qu'il y a ici et c'est comme ça. Maintenant. C'est pas toujours la faute que de l'entraîneur, c'est ça? Ah ben non, je pense qu'arriver à un moment donné, quand on fait des erreurs comme on a pu commettre, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Maintenant, c'est à nous de nous remettre en question, c'est à nous de bosser, de gommer tout ce qu'on faisait de moins bien. Aujourd'hui, on arrive plus ou moins à le faire, mais c'est pas fini, il faut continuer. La deuxième question, c'est Musultin qui lui dit, Isma, ça t'arrive de rigoler des fois? Tu fais peur, des fois quand tu prends la parole, je me sens concerné comme si je jouais aussi. C'est bizarre, mais on t'associe pas au sourire, alors que pourtant, on l'avait vu dans l'interview qu'on a fait cette saison, tu es un des plus déconneurs du vestiaire, c'est même Laszlo qui l'avait dit, qui lui aussi est pas connu pour ses plus grands sourires. Je sais pas pourquoi on me colle cette étiquette. Mais non, honnêtement, oui, je souris souvent. Après, il faut me connaître, voilà. Quand on me connaît pas, c'est sûr que je suis quelqu'un d'assez réservé et d'assez timide. Donc, quand on me voit au premier abord, on peut penser que je suis quelqu'un de froid et qui sourit pas beaucoup. Mais non, quand on me connaît au quotidien, je pense que je fais partie des joueurs les plus chiants de l'effectif et qui rigolent assez souvent. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit de réputation, que t'étais un déconneur, effectivement, dans le vestiaire, mais quand on te regarde, effectivement, dans les matchs, on se dit, putain, moi, je voudrais pas être à côté de lui, quoi, parce que c'est... Non, mais les matchs, t'es concentré, t'es peut-être... C'est différent, je suis au travail. Dans les matchs, il est pas là pour rigoler non plus. Non, mais il est au boulot, comme il le dit, il est au boulot, il est pas là pour déconner. Je pense que tu veux montrer à l'autre que t'es quand même pas là pour rigoler. C'est surtout que je suis concentré et que j'ai pas mal de tâches à faire, et puis voilà, quand on rentre sur le terrain, moi, dans ma vision des choses, oui, il n'y a pas de rigolade, c'est la guerre, tout simplement. Il me reste encore quelques questions, comme tout le monde, tu as le droit de passer, mais évidemment, j'espère que tu le feras pas, ces petites questions qui sont comme ça. Est-ce que tu as un surnom dans le vestiaire? Je peux pas le dire.
Je voulais qu'il passe pas. Je voulais qu'il passe pas. Je suis pas sûr qu'on va le savoir celui-là. Non, généralement, on m'appelle le vieux, donc c'est pas très. Ah, Ouais, mais bon. Après, il y en a d'autres. Bien autre chose quand même. Oui, il y en a d'autres. Faut changer pour le sage. Ils sont pas Faut leur télévisuels dire. ceux-là. Et il y a des surnoms que toi t'aimes donner dans le vestiaire à l'inverse. C'est le moment de te lâcher. Non, généralement, je les appelle par leur prénom. Est-ce que tu as un joueur à conseiller au FC Metz? Un jour, tu dis j'aimerais bien le voir venir jouer au FC Metz. Il y en avait un qui m'avait tapé dans l'œil l'année dernière, mais je viens de voir qu'il a signé à Lens. J'avais un joueur de Sochaux que j'aimais bien, ce Dosso, il me semble, qui était rentré contre nous quand on jouait la montée, que j'avais trouvé très intéressant. Voilà, malheureusement, pour nous, j'ai vu qu'il avait signé à Lens, mais non, j'ai pas de joueurs qui me viennent là en tête. Sinon, on peut toujours faire signer Ismaël Traoré. Prenez-le comme vous voulez. Selon une étude, Lille est l'équipe la plus stressante à suivre en Ligue 1 sur les 3 dernières saisons. Mais quand on voit cette saison et la saison dernière, le FCM c'est plutôt pas mal dans le genre. Au niveau du stress ouais, je pense qu'on est pas mal. Mais aujourd'hui, voilà, on est bien positionné. Donc je pense qu'il y a d'autres supporters qui doivent être plus stressés que nous. Il m'en reste une dernière. Selon Laszlo Boni, Mikotadze, le Kylian Mbappé du FC Metz. Toi, t'es plutôt quel joueur du coup? Moi Ouais. Moi, si on est sur au PSG, on va dire Marquinhos. Allez, pourquoi pas. Marquinhos, c'est pas mal, mais bon, pas c'est mal. plutôt l'inverse. C'est à Marquinhos, il faudrait dire que t'es le Ismaël Traoré du PSG. Ouais, le Laurent Blanc. T'as le droit de passer, mais c'est surtout pour en apprendre un peu plus sur toi et sur tes coéquipiers. Le poste où tu aimerais jouer au moins une fois juste pour le kiff, vu qu'on sait que tu joues un peu partout sur le côté droit, est-ce qu'il y a un poste où tu disais, allez, au moins une fois En numéro 10. en numéro 10? Ouais, numéro 10. Ça tombe bien, Metz en cherchait un pendant longtemps, t'aurais pu peut-être prendre cette place-là. On t'a vu imiter la célébration de Mikotadze sur son but face à Nantes, aussi face à Clermont. Plutôt que de l'imiter, est-ce que tu voudrais pas nous dédicacer ton prochain but? Qui sera sur coup franc de ce qu'on a compris. J'espère dès dimanche, ouais, pourquoi pas, dédicace. Je réfléchirai à une célébration alors. Allez, on va regarder ça. Fali Kandé, Alexandre Oukidja, Cheikh Sabali. En ce moment, c'est un peu le festival capillaire du côté du FC Metz. Est-ce que toi aussi tu vas y passer par là? Ah, peut-être je ferai des tresses peut-être bientôt. Non, pour l'instant ça va. Cheikh Sabali a tout rasé. Fali Kandé, C'est vrai que je suis laisse quelqu'un qui a fait beaucoup de folies capillaires, mais pour l'instant j'ai pas de projet forcément. Jean-Michel a le temps après l'émission. Non, mais sa maman m'a déjà contacté. Il était bien avec ses mèches blondes. On va. Ah, c'est vrai que ma mère elle aime beaucoup quand j'ai les mèches blondes, mais. On va réfléchir, on verra. Ouais, j'ai un spécialiste avec moi ici, donc voilà. Cristiano Ronaldo, les mèches blondes en général, c'est soir de Ligue des Champions, c'est soir de Masterclass. Hein. Si ça peut me donner les mêmes forces, je prends. Le numéro de téléphone le plus connu de ton répertoire? Je vais dire Riyad Mahrez. Ok, pas mal. Et c'est qui le plus rapide de l'effectif? Il y a moi quand je suis lancé, ouais, il y a moi, il y a Sabali qui va vite aussi. Je veux dire, je pense qu'on est un peu les deux plus rapides. Préfère pas, évidemment, je préfère que tu répondes, mais je vais commencer. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es inspiré de Franck Signorino? Tu vois, la question, Tu m'as appliqué ma question. Inspiré, non, mais c'est vrai que quand il est arrivé, je pouvais m'appuyer sur son expérience parce que j'étais jeune, malheureusement. Ça t'a aidé? Je me suis blessé rapidement. T'as le droit de passer, hein, on rappelle. Non, Ça mais t'a je me aidé suis blessé rapidement, donc c'était un peu dommage. Sur ses centres derrière le but, c'est ça? Regarde, ça lui a permis de faire 4 passes décisives parce qu'il a mis. Sur la force de caractère. Non, mais avec Mathieu, c'est vrai qu'on a là où je fais le parallèle, c'est sa résilience. Parce non, mais on a le même poste, ça c'est sûr, mais sa résilience par rapport à la blessure. Toi, tu as 4 croisés. Moi, c'était les tibias. J'ai eu 5 fractures du tibia. Et à chaque fois, il a réussi à revenir et encore plus fort parce que c'est sa saison pleine. En Ligue 1, en plus il est cadre, il donne l'exemple, capitaine, attitude, et c'est vrai que il y a pas mal de passerelles entre nous. Il y a le poste, il y a le FC Metz, il y a ces blessures, le fait de revenir, et donc comme tu dis, c'est plutôt l'état d'esprit et puis aussi l'esprit joueur de club. Parce que même s'il doit partir à un moment donné et voir ailleurs, parce qu'il doit progresser aussi ou parce que il y a une occasion de le faire, c'est quand même estampillé FC Metz et joueur de club. Et là-dessus, on se rejoint pas mal. Dans la suite des questions, alors le brassard de capitaine te va à merveille, mais alors cette saison, c'est compliqué de le garder tout le long du match. Hein. Pas mal de fois il saute. Est-ce qu'on trouve une solution à ça? C'est compliqué parce que la musculation. Non, mais c'est vrai qu'il est un peu serré. Il a tendance, c'est arrivé parfois sur certains trucs de partir. Il faudrait qu'il m'en trouve un avec un
un élastique déjà pour qu'il reste sûr autour de mon bras, ou qu'il m'en trouve un sans scratch, qui s'enfile juste comme une chaussette. Un strap et puis... Ouais, parce que déjà la saison passée, c'était compliqué. Bernard Zélie me disait dans l'émission qu'il faut pas s'attendre à voir jouer le FCMS comme Manchester City ou le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, mais je me demandais, c'est parce que vous allez faire encore mieux? Encore mieux que le Real et le Manchester City. Oui, en Ligue des Champions. On peut voir ce que le Real est capable de faire contre City. Ça peut ressembler à ce qu'on fait parfois contre certaines équipes. Savoir accepter de subir et être bon et efficace en contre. Enfin, une dernière question. Comme Miko Tazé, tu sembles avoir trouvé ta célébration, on l'a vu contre Nantes avec ce chiffre 3, mais juste une question, comment tu vas faire quand tu vas arriver à 11 buts? J'ai 2 mains, donc ça va. À 11 buts, ça va être compliqué quand même. Ah, tu vas faire ça? Ok. Non, mais c'est anticipé. Maxime, on va passer aux questions de rapidité. Tu as le droit de passer, mais c'est la VAR qui acceptera ou non la décision. Si on doit faire très vite, le joueur qui ferait bien de passer par le salon de coiffure de Jean-Michel Farretra, selon toi? On a Alexandre Oukidja en ce moment, il se pose plein de questions sur ses coupes de cheveux. Là, ouais, il faudrait qu'il. J'ai remarqué. Et sur la barbe aussi. Aussi, ouais. Oui, tout, oui, bien sûr. Mais bon, il doit user le pot de gel parce que. Ah ouais. Le joueur le plus fou du vestiaire? Le plus fou, on en a quelques-uns, mais je dirais Didier ou alors Sadibou Sané aussi. Sadibou est très un petit peu il se laisse aller. Ça se voit sur le terrain. Il est un peu. Et le plus discret? Sans te citer, t'as pas le droit de te citer. Ouais, alors je vais mettre Malik Mbaye, ouais, qui est plutôt discret. Donc tu avais dit si tu n'as pas été footballeur, tu aurais été kiné sans doute, ouais. Ta réaction quand tu sais que tu seras le dernier joueur de la saison à le voir défendre sur Kylian Mbappé qui fera sans doute son dernier match en Ligue 1? Oh, j'y pense pas encore, mais à mon avis, il sera plus là, malheureusement malheureusement ou heureusement, mais pour le public ou pour nous les joueurs, mais bon, non, j'y ai pas pensé. Et on sera peut-être maintenu, j'espère. Ouais, ça serait bien. La dernière question après ta carrière, est-ce que tu seras plutôt en virage avec les Ultras, entraîneur d'un club ou bien président de l'équipe d'Anzin Saint-Aubin? Peut-être président du club d'Anzin, on verra. Ouais. Plutôt une fin de carrière tranquille? Ouais, plutôt tranquille, ouais. Tu as été en conférence de presse en début de saison et tu disais que tu étais un peu plus à l'aise par rapport à son heure. Je te propose d'abord de regarder un extrait, on reviendra dessus juste après. Petit changement capillaire, là, il y a une raison particulière. Oui, il y avait cette coupe au Portugal et ça m'a toujours porté chance, alors je suis revenu à la base. Ah, t'étais coiffé comme ça au Portugal? Ouais. Ok. L'année dernière, il ne voulait pas le faire parce qu'il venait d'arriver, mais là, on repart à la base. J'espère que ça va me porter chance. C'est Habib qui t'a coiffé? Oh non, Habib, c'est mon grand frère, il me donne trop de conseils pour ça. Kofi, le jour, ça devait te porter chance, tu as abandonné la coupe déjà? Non, il va changer de couleur, c'est pourquoi il a. Mais il y a une surprise pour vous. Non, je me suis toujours coiffé comme ça. J'avais l'habitude de faire entre blanc et noir, et souvent du blanc aussi. C'est moi qui décide souvent, ça dépend de mon inspiration, comme on l'a dit. mais non, je me sens bien en noir. Pour moi, ça ne change rien. Le plus important, c'est de continuer à bien jouer. Le plus important, c'est la réponse qu'on donne sur le terrain. Les coupes, la chaussure, la couleur, ce n'est pas le plus important. Mais oui, ça m'a un peu toujours porté un peu chance quand il change de coiffure. Mais on verra bien. Il y a quand même un côté superstitieux. Même Laszlo Bologna, à un moment donné, il avait toujours le même polo. Le bleu ciel ne marchait plus. Moi, je vais avoir une question chiante. Au moins, il amorce le truc. Attention. Où tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, casse-pied, mais en même temps, peut-être que tu sauras pas me répondre. Mais est-ce que depuis Lille, il y a quelqu'un qui a été nommé pour tirer des pénaltys? Laszlo Bologna a des secrets de vestiaire. Des fois, tu sais, on peut. C'est Marichès qui tire les pénaltys. Voilà. Non, mais pourquoi? Parce que nous, public, on est très surpris. Pourquoi déjà ce soit pas Ablaye Jallow qui a tiré puisqu'il avait réussi la semaine d'avant? Donc on se dit dans le public, parce que je suis un peu aussi souvent dans le public et j'ai des oreilles qui s'ouvrent. Spectateur, quand même. Ouais, j'ai des oreilles qui s'ouvrent. Et on dit, j'entends autour de moi, mais il n'y a pas un mec qui est nommé pour tirer les pénaltys comme dans certains clubs. La question c'est à quand ton tour en fait? C'est Simon. Alors encore peut-être que, voilà. Est-ce que vous en avez parlé? C'est vrai que c'est casse-pied comme question. Vous en avez parlé? Tu le sauras en Coupe de France puisque Metz-Clermont se terminera par une séance de tir au but. Donc, il y a beaucoup de paris là. J'espère pas parce que ça. Non, mais pour revenir à ça, voilà, je pense que depuis ce match-là, on travaille un peu plus dessus.
Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de joueurs désignés, donc on continue à travailler dessus et après le coach fera son choix. Plus clair, quoi. C'est Simon et Lissor. Vous n'avez pas encore réussi à désigner un joueur. Moi, je ne peux pas dire, je sais pas. Non, mais c'est parce que le coach a décidé, mais en tout cas. Il vous a pas dit, par exemple, depuis il n'a pas dit, c'est toi qui tireras les. Enfin, toi, c'est je sais pas, n'importe qui, c'est toi qui tireras les pénaltys. Ou peut-être qu'il a parlé aux joueurs concernés, mais moi personnellement. D'accord, si c'est peut-être un Camara, il a dit on va mettre le ballon au milieu du terrain, comme à Monaco, et on les tire de là. Après, je vais te dire un truc, il y a que ceux qui les tirent pas, qui les ratent pas. Donc. Mais ça peut être un défenseur, est-ce que toi... Non, mais ça veut pas dire que ceux qui les ont ratés vont pas les retirer. Hein. Bah oui, c'est sûr. On est bien d'accord. Christophe, tu as déjà tiré les pénaltys, non? Oui, j'ai déjà tiré les pénaltys, mais je pense que dans l'équipe, il y en a qui le font mieux que moi, donc je préfère les laisser prendre les règles. Parce que des défenseurs, ça arrivait souvent. Hein. Par exemple, on avait en équipe de France Laurent Blanc qui tirait les pénaltys, à Metz, Sylvain Castendutch. Dylan Brown, c'est que Laurent Blanc, au départ, il jouait numéro 10 de sa carrière. Donc oui, mais Sylvain, il tirait les pénaltys. Mais il faut aussi quand même rappeler sur ces deux pénaltys manqués. Moi, je trouve que le premier est mieux tiré que le second. Celui de Simon Elisseur est mieux tiré que celui de Lamine Camara. Le deuxième est un copier-coller. Mais Lucas Chevalier, le gardien lillois, c'est sans doute l'un des meilleurs dans cet exercice-là en Ligue 1. Et voilà, c'est déjà la fin de ce best-of. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès dimanche. En effet, à partir de 16h, nous serons en direct pour les barrages retour entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Mais évidemment, d'ici là, portez-vous bien sur Moselle TV.